Bienvenue à la session numéro 7, technique de kinésithérapie respiratoire et maîtrise du souffle. Lorsqu'une affection respiratoire se développe, il peut y avoir une altération progressive des capacités respiratoires, conduisant certains à prendre de mauvaises habitudes respiratoires. C'est pourquoi, dans le cadre de la réhabilitation respiratoire, nous abordons ce sujet afin d'enseigner les tactiques nécessaires pour une utilisation plus efficace de vos poumons. Pour maîtriser les techniques de kinésithérapie respiratoire et gérer son souffle de manière optimale, il est essentiel de comprendre et d'exploiter le fonctionnement de l'appareil respiratoire. En comprenant ce fonctionnement, votre respiration, ses cycles, sa profondeur et la vitesse de circulation de l'air, vous serez en mesure d'utiliser pleinement votre fonction respiratoire. Voici les objectifs de la session numéro 7. 1. Comprendre et maîtriser sa respiration. 2. Savoir se désencombrer efficacement. Et enfin 3. Maîtriser son souffle durant ses activités. Commençons par le fonctionnement respiratoire. La respiration est une alternance de cycles qui comprennent des phases d'inspiration et des phases d'expiration. L'expiration correspond au processus de souffler ou de vider les poumons, et ce, plus ou moins complètement. Lorsque j'expire, l'air est expulsé de mes poumons et vient remplir le ballon. L'inspiration, quant à elle, est l'action inverse. Elle consiste à faire entrer de l'air à l'intérieur des poumons. Ici, l'air contenu dans le ballon va venir remplir mes poumons. Les notions d'inspiration et d'expiration peuvent sembler abstraites pour certains, car, depuis notre naissance, nous respirons de manière automatique et inconsciente, sans avoir jamais à y prêter attention. Notre cerveau se charge de gérer les différentes variables respiratoires en fonction des informations qu'il reçoit. Cela lui permet d'adapter le cycle respiratoire en fonction des besoins de notre organisme. Ainsi, notre cerveau est capable de modifier le rythme et le volume de notre respiration sans que nous ayons à y penser. Il le fait automatiquement en fonction des demandes de notre corps. Par exemple, lorsque nous faisons un effort physique, les besoins en oxygène de notre corps augmentent. Notre respiration s'accélère naturellement pour répondre à ce besoin en oxygène. L'amplification thoracique augmente en fonction de l'intensité de l'effort, sans que nous ayons besoin d'y penser consciemment. C'est un processus naturel. Seulement, notre respiration étant gérée de manière inconsciente depuis notre naissance, nous ne sommes pas habitués à la réguler nous-mêmes. C'est pourquoi, au détour des exercices de cette vidéo, durant la réhabilitation, certains peuvent découvrir qu'il leur est difficile de maîtriser les différentes composantes de leur respiration. Qui plus est, lorsque l'on souffre d'une pathologie respiratoire, le cerveau continue de gérer la respiration de la même manière qu'auparavant, alors que les besoins de votre corps ont changé. Il est donc nécessaire de modifier votre façon de ventiler afin d'améliorer son efficacité. L'objectif est donc de trouver des techniques respiratoires alternatives, optimisées, que votre cerveau pourra ensuite utiliser de manière automatique une fois qu'elles auront été intégrées. Et qu'est-ce que cela veut dire concrètement ? La fréquence respiratoire est le nombre de cycles d'inspiration et d'expiration que nous faisons en 1 minute. Vous pouvez voir, sur la vidéo, que les volumes qui remplissent les deux ballons sont les mêmes. Pourtant, le ballon de gauche se remplit et se vide 2 fois, pendant que celui de droite ne se remplit qu'une seule fois. La fréquence de celui de gauche est donc 2 fois celui de droite. Autre exemple, si j'inspire et expire 10 fois en 1 minute, ma fréquence respiratoire est de 10. Passons maintenant au volume respiratoire. Le volume respiratoire correspond à la quantité d'air que vous allez faire entrer et sortir de vos poumons. Cette quantité se mesure en litres. Lorsque nous regardons les vidéos, nous voyons que dans celle de gauche, le ballon se gonfle beaucoup plus que dans la vidéo de droite. Son volume est donc plus important. Vous remarquez également que la fréquence respiratoire est identique. Il est donc possible de faire entrer et sortir un volume d'air plus important dans un même laps de temps. Autrement dit,
nous pouvons gonfler plus ou moins nos poumons sans changer la vitesse de respiration. C'est important de le comprendre, notamment lorsque nous parlons de respiration profonde. Plus la respiration sera dite profonde, et plus il faudra remplir puis vider vos poumons, et ce, comme sur cette vidéo. Terminons maintenant les facteurs respiratoires par le débit ventilatoire. Ce débit correspond à la vitesse de l'air qui circule dans vos voies respiratoires. Plus précisément, c'est la vitesse à laquelle vous allez remplir vos poumons ou la vitesse à laquelle vous allez expulser l'air. À gauche, nous voyons que le ballon se remplit et se vide beaucoup plus vite que celui de droite, alors même que le volume final est identique dans les deux cas. La vitesse de sortie et d'entrée d'air est donc beaucoup plus importante. Nous pouvons dire que le débit est plus important. Il est indispensable de comprendre cette fonctionnalité de vos voies respiratoires, car il sera très utile de maîtriser les débits lors de l'apprentissage du désencombrement. Nous vous invitons à regarder plusieurs fois ces vidéos pour pouvoir vous entraîner à contrôler ces 3 facteurs. Vous pourrez alors varier la manière de les faire, varier le rythme, la vitesse, le volume, inspirer par le nez, puis souffler par la bouche. En bref, vous appropriez votre souffle. En conclusion de cette partie, contrôler sa respiration signifie être capable de gérer consciemment les différentes variables telles que la fréquence, le volume et les débits respiratoires. Cependant, plus important encore, cela implique d'être en mesure de les contrôler dans toutes les situations, quelles qu'elles soient. Plus souvent, nos patients parviennent à bien maîtriser la respiration profonde au repos. Ils inspirent profondément par le nez et expirent profondément par la bouche, lèvres pincées, et ce sans difficulté. Seulement, lors des efforts physiques, dès que le besoin respiratoire augmente un peu, la tendance naturelle reprend le dessus et la respiration devient à la fois plus courte et plus rapide. C'est là, malheureusement, une technique respiratoire moins efficace pour répondre aux besoins de l'organisme durant l'effort. C'est pourquoi il est crucial de prêter une attention particulière à notre façon de respirer et de s'entraîner régulièrement à des exercices de contrôle respiratoire, notamment durant l'effort. Ainsi, si l'on veut s'entraîner à contrôler son souffle, ses différentes composantes, il est recommandé, entre autres, d'utiliser les moyens modernes, comme le sont certaines applications, et notamment celles proposant des exercices type cohérence cardiaque. Ces applications offrent plusieurs avantages. Tout d'abord, elles vous permettent de mieux appréhender vos volumes respiratoires, fréquences respiratoires et les temps d'apnée, ce qui est bénéfique pour maîtriser votre souffle. De plus, cette technique aurait également un impact sur votre rythme cardiaque ainsi que sur votre état psychique, en particulier sur la réduction du stress. Cela peut être très utile, notamment lors d'épisodes d'essoufflement intense, pour réguler simultanément votre respiration et le stress qui peut être associé à l'essoufflement. Nous vous recommandons donc d'essayer ce type d'application et d'observer comment vous vous sentez après quelques minutes d'utilisation. Concrètement, le fonctionnement d'une telle application est le suivant. Vous êtes confronté à une courbe avec un curseur qui se déplace le long de celle-ci. Vous devez synchroniser votre respiration avec le mouvement de ce curseur. Lorsque le curseur monte, vous devez effectuer une inspiration lente et profonde, de préférence par le nez, de manière à atteindre une inspiration maximale lorsque le curseur atteint le sommet de la courbe. Ensuite, une phase de plateau suit, où vous devez retenir votre souffle après l'inspiration. À ce stade, l'air doit rester à l'intérieur de vos poumons sans en sortir. C'est la phase dite d'apnée inspiratoire. Lorsque le curseur commence sa descente, vous devez commencer à expirer à un rythme qui vous permet de continuer à souffler pendant toute la durée de la descente. Puis, en fonction des réglages, il est possible de rencontrer une nouvelle phase de plateau où vous devez maintenir une apnée expiratoire cette fois-ci. Il vous suffit ensuite de prolonger l'exercice en répétant ces cycles successivement. Évidemment, il est possible et même conseillé de modifier les caractéristiques inspiratoires et expiratoires régulièrement pour vous habituer à différents rythmes, débits et volumes.
Rien ne vaut une démonstration. Voici comment l'utiliser. Lors de la descente, j'expire tout pendant que le curseur descend. L'air sort de mes poumons et vient remplir le ballon. Durant l'apnée expiratoire, rien ne se passe. L'air ne rentre pas et ne sort pas. S'ensuit la phase d'inspiration lorsque le curseur remonte, ce qui a pour effet de remplir mes poumons. C'est pourquoi le ballon se vide. Puis commence la phase d'apnée inspiratoire. De nouveau, il ne se passe rien. L'air est bloqué dans mes poumons. Pas d'entrée, pas de sortie. Puis, le cycle se poursuit. Maintenant que nous avons passé en revue les différents facteurs respiratoires à contrôler pour maîtriser sa respiration, abordons le sujet de l'essoufflement pendant l'effort physique. L'essoufflement, tel que vous le percevez probablement dans le cadre d'une pathologie respiratoire, est un des symptômes les plus handicapants. Cependant, il est important de noter que l'essoufflement est quelque chose de naturel. En effet, lors d'un effort physique, notre corps a besoin d'énergie. Il est donc nécessaire d'apporter davantage d'oxygène à notre organisme pour qu'il puisse l'utiliser dans le processus de production d'énergie. C'est pourquoi nous avons une augmentation de la ventilation pendant l'effort. En travaillant sur votre respiration et en réévaluant votre perception de l'essoufflement, vous donnez la possibilité de faire des efforts physiques. Ces efforts vous permettront d'améliorer votre état général ainsi que vos capacités respiratoires. Ces nouvelles capacités vous permettront ensuite d'augmenter votre capacité à faire un effort et ainsi de suite. Aussi, nous pouvons résumer l'effort que vous réalisez dans le cadre de votre réhabilitation respiratoire comme une boucle vertueuse que nous pouvons résumer comme ceci. En travaillant mon contrôle respiratoire, je parviens à mieux tolérer mon essoufflement. À l'exercice, je peux alors augmenter progressivement mon effort. C'est pourquoi mes capacités physiques s'améliorent, ainsi que ma fonction respiratoire. Grâce à ces nouvelles capacités, le niveau de l'effort que je peux réaliser augmente encore et permet de nouveaux progrès, tant physiques que respiratoires. Et ainsi de suite, la boucle est bouclée. Maintenant que nous avons abordé l'essoufflement pendant l'effort physique, explorons l'impact de la position corporelle sur la respiration. Le sujet des positions corporelles favorisant ou limitant la capacité respiratoire a déjà été traité dans la vidéo sur la gestion de l'énergie. Nous vous invitons à la revoir afin d'approfondir vos connaissances à ce sujet. Pour autant, ce que nous pouvons dire ici, c'est que dans le cadre de la gestion de votre souffle, certaines positions seront utiles pour faciliter le remplissage de vos poumons, tandis que d'autres limiteront l'expansion thoracique et par voie de conséquence, le volume d'air que vous pourrez inspirer. Certaines positions vous permettront de cibler spécifiquement une zone pulmonaire pour un meilleur remplissage, tandis que d'autres vous aideront à reprendre plus facilement votre souffle. En revanche, certaines positions peuvent entraver l'entrée d'air et d'autres peuvent augmenter l'essoufflement. Il est donc essentiel de comprendre l'impact des différentes positions corporelles sur votre respiration et d'adapter votre posture en fonction de vos objectifs respiratoires lors de vos activités physiques. Pour faciliter la respiration, il est recommandé d'adopter une position du tronc légèrement redressée, avec les épaules basses et les omoplates légèrement serrées. Cette posture est bénéfique tant au repos pour reprendre son souffle que durant un effort physique tel que le vélo de réhabilitation. Cette position permet d'optimiser l'action des muscles inspiratoires en les plaçant dans une position favorable à leur sollicitation. De plus, elle offre une plus grande liberté de mouvement à la cage thoracique, permettant ainsi une meilleure expansion lors de l'inspiration. Il est donc important de prêter attention à sa posture afin de favoriser une respiration plus aisée et efficace, notamment lors d'activités physiques comme le vélo. De même, en cas d'essoufflement important, qui pourrait faire suite à un effort par exemple, certaines positions sont favorables à une meilleure récupération. Assis, coudes sur les cuisses,
très légèrement incliné vers l'avant et tête supportée par les mains, va être une position très intéressante pour récupérer, alors que la position assise, tronc couché sur les cuisses, ou alors position enroulée sur les genoux, vont limiter le mouvement respiratoire et par le fait, la capacité à respirer et à récupérer. Il en est de même en position debout. Un appui des membres supérieurs sur une table ou sur les cuisses peut permettre de récupérer, alors qu'en position allongée, le tronc sur la table va être une position contre-productive. Lorsqu'il va s'agir de favoriser les volumes respiratoires, que vous allez pouvoir contrôler, il est intéressant d'utiliser la position allongée sur le dos et d'y adjoindre un mouvement des membres supérieurs. Il va alors être question de coupler la respiration avec ces mouvements. Durant le lever des bras, une inspiration nasale aussi profonde que possible est réalisée. Il est possible de la poursuivre avec un temps d'apnée inspiratoire. S'ensuit le moment de vider les poumons par une expiration profonde par la bouche avec les lèvres pincées. C'est le moment de redescendre les bras. Ceux-ci ne font qu'accompagner votre respiration et leurs mouvements doivent suivre votre vitesse de respiration. En d'autres termes, c'est la vitesse de votre respiration qui donne le rythme de l'exercice et non l'inverse. Une autre position de travail est également intéressante lorsqu'il s'agit de remplir préférentiellement un espace respiratoire. Allongé sur le côté, nous allons, grâce au mouvement du bras et au léger décollement du flanc opposé, venir remplir un peu plus l'espace pulmonaire qui n'est pas contre la table. Au moment de réaliser une lente inspiration profonde nasale, il est conseillé de lever progressivement le bras en suivant la vitesse inspiratoire. Conjointement à ce mouvement, nous pouvons augmenter le remplissage en décollant légèrement le flanc qui est situé contre la table. Une fois l'inspiration profonde réalisée, un temps d'apnée inspiratoire est recommandé. Il s'agit alors de poursuivre ce mouvement par une expiration buccale profonde, toujours avec les lèvres pincées, et de redescendre le bras en respectant la vitesse imposée par l'expiration. C'est encore une fois la vitesse de la respiration qui guide la vitesse de réalisation du mouvement. Maintenant que nous avons abordé le rôle du positionnement corporel dans le contrôle de la respiration, parlons de l'encombrement respiratoire. Dans cette vidéo, nous avons exploré une partie des techniques et positions à votre disposition pour contrôler votre appareil respiratoire et votre souffle. Ces techniques peuvent également s'avérer utiles lorsque vous aurez besoin de vous désencombrer. Même si vous n'avez jamais été confronté à des problèmes d'encombrement jusqu'à présent, il est intéressant de s'entraîner aux différentes techniques déjà évoquées, et surtout à celles que nous allons vous présenter. En effet, la suivante est spécifique au désencombrement. Elle pourra vous être utile un jour, au besoin, ou simplement servir de renforcement supplémentaire dans le contrôle de votre souffle. Avant d'aborder la technique de désencombrement, il y a des questions qui reviennent souvent et qu'il serait intéressant d'aborder ici. Pourquoi suis-je encombré? Quel problème induit cet encombrement? Comment me désencombrer? Au niveau des bronches, il existe des cellules ciliées ainsi que des cellules à mucus. Les cellules à mucus produisent du mucus qui est essentiel au bon fonctionnement de l'appareil respiratoire. Les cellules ciliées, quant à elles, ont pour rôle de déplacer ce mucus vers la sortie afin qu'il puisse être évacué. Cependant, dans le cas de la BPCO, il se produit une prolifération excessive des cellules à mucus, ce qui peut entraîner une accumulation de sécrétions dans les voies respiratoires. Cela rend la respiration plus difficile, car l'air a du mal à circuler librement à travers les voies aériennes, ce qui peut entraîner une altération des échanges gazeux. Il est donc crucial de pouvoir se désencombrer, c'est-à-dire de dégager les voies respiratoires afin de favoriser une meilleure circulation de l'air. Il existe plusieurs techniques pour se désencombrer, et il est important de trouver celle qui fonctionne le mieux pour vous. La technique que nous allons vous présenter est l'une des plus efficaces selon notre expérience.
mais d'autres pourraient tout aussi bien vous être conseillés et être plus adaptés à votre situation. Notre objectif est de vous aider à devenir expert de votre pathologie, ainsi que de ses traitements. Aussi, n'hésitez pas à essayer différentes méthodes pour découvrir celles qui vous donnent les meilleurs résultats. Lorsque nous cherchons à nous désencombrer, il est nécessaire d'expectorer les sécrétions qui peuvent se trouver à différents niveaux des voies respiratoires. Ces sécrétions peuvent être profondément situées ou plus proches de la sortie. L'objectif de l'autodésencombrement est de pouvoir les évacuer quel que soit leur emplacement au niveau pulmonaire. Cependant, plus elles sont profondément enracinées dans les voies respiratoires, plus il sera nécessaire de les déloger, et moins la simple toux sera efficace. Voyons maintenant cette technique en détail. Dans les faits, l'objectif est de faire remonter les sécrétions des parties profondes vers les parties hautes pour faciliter leur expectoration. Nous vous recommandons d'enchaîner les 4 variations respiratoires suivantes à votre rythme. La première. Tout d'abord, nous allons procéder à une expiration profonde, aussi longue que possible, avec les lèvres pincées. Puis, nous allons inspirer par le nez aussi profondément que possible. Cette variation va devoir être répétée 5 à 10 fois en fonction de votre encombrement. Notez bien que la fin de l'expiration peut déclencher la toux, voire une quinte de toux, et que cela n'est pas souhaitable. Aussi, veillez bien à arrêter votre expiration juste avant le stade de déclenchement de la toux. Deuxième étape. Nous considérons maintenant que les sécrétions les plus profondes ont commencé à remonter et allons poursuivre dans cette optique avec la variation suivante. Il s'agit de reproduire l'exercice à la même vitesse, mais en faisant varier la quantité d'air qui va sortir. Aussi, nous faisons exactement la même chose, mais cette fois-ci avec la bouche très grande ouverte. Il est important que la bouche soit bien ouverte, aussi ouverte que lorsque vous allez chez le dentiste. Et elle doit le rester tout au long de la technique. L'inspiration demeure nasale et profonde. S'ensuit une expiration lente, bouche grande ouverte. L'air sortant plus rapidement, le temps d'expiration sera alors moins important que lors de la variation précédente. Nous vous conseillons de faire 3 à 4 répétitions de cette variation. Étape numéro 3. Maintenant, les sécrétions sont a priori situées plus haut dans l'arbre bronchique. Il va donc falloir les emmener dans une zone où elles vont finalement pouvoir être évacuées. Le but va être d'accélérer le flux expiratoire pour les y emmener en augmentant la vitesse de sortie de l'air. L'inspiration profonde est toujours réalisée par le nez, puis une expiration bouche grande ouverte très rapide est demandée. Il est conseillé de faire ce mouvement 1 à 2 fois. Enfin, la 4e étape, nous pouvons maintenant considérer que les sécrétions sont très très hautes, suffisamment hautes pour être évacuées par une seule et unique toux. L'inspiration est profonde et nasale. S'ensuit alors le moment de réaliser une toux forte et efficace avec un volume d'air conséquent. Celle-ci doit se faire une seule fois, à moins que vous sentiez que les sécrétions sont très proches. Si c'est le cas, vous
pouvez tousser une nouvelle fois dans les mêmes conditions. Pour rappel, les quintes de toux sont inefficaces et ont tendance à favoriser d'autres quintes de toux plus difficiles à contrôler. Nous vous les déconseillons donc fortement. Si vous ressentez toujours une sensation d'encombrement après avoir effectué ces 4 variations, nous vous recommandons de recommencer le cycle depuis le début en respectant les quantités recommandées. Vous pouvez répéter ce cycle 2 à 3 fois de suite. Si vous êtes toujours encombré, ne vous inquiétez pas, le désencombrement peut prendre un peu de temps à produire son effet. Vous pouvez alors poursuivre le désencombrement en faisant un peu d'activité physique. L'exercice vous aidera à ventiler davantage et facilitera l'expectoration des sécrétions. L'encombrement peut varier d'une personne à l'autre et peut être ressenti à différents moments de la journée. Il est recommandé d'effectuer l'auto-désencombrement lorsque vous vous sentez le plus gêné ou lorsque vous êtes le plus en forme. Par exemple, le début de la journée, après avoir consommé quelque chose de chaud, peut être un moment idéal pour effectuer votre toilette bronchique. Cependant, il n'existe pas de réponse universelle. Cela dépendra de votre propre expérience. Il est donc important de tester à différents moments de la journée pour trouver celui qui vous convient le mieux et qui est le plus efficace pour vous. Avant de conclure cette vidéo, il y a un dernier point important à mentionner à propos de vos sécrétions. C'est leur utilité dans la surveillance de votre état respiratoire. En effet, les caractéristiques de vos sécrétions, telles que leur abondance, leur changement de couleur ou de viscosité, peuvent vous alerter sur une éventuelle modification de votre état ou même indiquer la présence d'une infection respiratoire. Il est donc recommandé de profiter de votre toilette bronchique pour effectuer une surveillance régulière de vos expectorations. Cela vous permettra de réagir rapidement et de prendre les mesures appropriées en cas de besoin. Pour résumer les informations à retenir de cette vidéo, voici les points importants. Plusieurs facteurs influencent la respiration, tels que la fréquence respiratoire, le volume et le débit. Le contrôle de la respiration peut aider à limiter l'essoufflement et à progresser dans les activités physiques, ce qui entraîne une amélioration de l'état général et respiratoire. La maîtrise de la respiration et les techniques d'auto-désencombrement sont essentielles pour gérer son souffle, ses activités et son essoufflement. Aucune technique n'est universelle, il est donc important de s'entraîner et d'apprendre à se connaître pour trouver les techniques les plus efficaces pour soi. En résumé, le contrôle de la respiration et les techniques d'auto-désencombrement sont des outils précieux pour améliorer la gestion du souffle et favoriser une meilleure qualité de vie respiratoire. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Nous espérons qu'elle a répondu à une grande partie de vos interrogations. Notre rôle est de vous accompagner tout au long de vos séances et de répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir concernant ce sujet. N'hésitez pas à les poser directement lors de vos séances. N'oubliez pas que votre compréhension et votre engagement sont essentiels pour optimiser votre progression. Merci encore et à bientôt.